Bonjour Mylène, est-ce que vous nous Bonjour. entendez au Québec? Absolument. Bon, superbe. Si vous voulez bien, est-ce que je peux demander à Bénédicte écoutez les voix du Québec qui vont nous parvenir, c'est important. Monsieur Pavageau, vous réglez vos problèmes comme d'habitude, vous voulez ma carte? Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça ce sont les commissaires européens, ils ne peuvent pas s'empêcher de régler les problèmes du monde. Mylène, c'est un plaisir de t'avoir. Nous avons eu jusqu'à maintenant Michel qui est toujours là et qui d'ailleurs, il faut le dire, à 2 heures du matin se levait pour nous écouter. Bravo. En tout cas, bonjour à tous et à toutes. Et on va peut-être te laisser la place, si tu veux bien, pour modérer cet après-midi à notre, en fait, grand contentement. Et en espérant la prochaine fois que le présentiel va nous réunir, comme tu me l'as marqué sur l'email, de manière à retrouver. Hier, nous avons un prof de sciences humaines et sociales qui expliquait que, en définitive, l'activité de notre corps était signifiante et que le corps parlait. Donc nos corps ont besoin de parler après cette pandémie. Je te laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Mylène. C'est un plaisir complètement partagé, professeur Hervé. Permettez-moi d'abord de vous dire un immense merci à vous, professeur Hervé, à votre équipe, à Mme Stanton-Jean, de maintenir ce rendez-vous de l'IREB contre vents et marées et de nous y associer au Québec. On est vraiment triste de ne pas être avec vous. Il nous annonce une formidable tempête de neige. Je l'aurais volontairement troqué pour une terrasse et un verre de vin ou un café. Mais ceci dit, pour l'instant, je crois que c'est quand même super important cette discussion qu'on a France-Québec sur des questions complexes qui nous déstabilisent des fois dans nos réflexions, de nous remettre en question, mais c'est ce qui rend, c'est cette richesse-là, je pense, qui va rendre nos réflexions finales plus solides et comme on le fait depuis plusieurs années au sein de l'IREB, va, je pense, apporter une contribution importante grâce au livre qui sera produit à la fin, évidemment, de tous ces travaux. Je me permettrais de mentionner, si vous me le permettez, que l'intelligence artificielle est vraiment une thématique particulièrement importante au Québec. Nous, au Fonds de recherche, on finance notamment un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle qui fédère plusieurs chercheurs pour réfléchir à ces questions-là d'une perspective multidisciplinaire. Puis, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans nos sociétés. Les colonnes de plusieurs temples sont ébranlées en raison de l'intelligence artificielle. On se l'était dit à la réunion de l'IREB sur les données, que les données telles qu'examinées par le prisme d'un algorithme puis captées par l'intelligence artificielle nous proposent une orientation, une suggestion de décision, des fois même une réalité qui a des effets structurants dans notre société et qu'on le juge réductionniste ou peu importe, elle construit bel et bien des réalités dans notre société. Il faut y prendre attention. Je vais utiliser le mot risque. Je pense que le plus grand risque de l'IA, ce serait de s'en remettre à l'intelligence artificielle d'une manière disproportionnée, justement, pour prendre ces décisions sans que l'humain qui prend la décision ou qui est impliqué n'en comprenne vraiment les limites de l'algorithme, les limites de la base de données sous-jacente. Je pense que c'est là où on risque de s'écarter de ce qu'on a appelé hier l'humain sans vraiment le savoir. Mais de tous les temps, l'humain adore les outils, surtout ceux qui facilitent ses tâches. Alors, je suis absolument convaincue qu'on est seulement au premier balbutiement de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Et cet après-midi, nous allons justement examiner des contextes dans lesquels l'intelligence artificielle est appliquée et des défis qui entourent tout cela. Et on va y jeter un regard critique du point de vue de l'éthique, puis tout simplement aussi du point de vue de l'humain. Je pense que le gros bon sens dans ces réflexions-là est aussi très important. Je vais être la gardienne du temps car nous avons des invités de marque en fin de journée, donc nous ne voudrions pas les faire attendre. Donc, je m'excuse à l'avance si je vous interromps, c'est vraiment dans un souci qu'on puisse entendre toutes les voix cet après-midi. Et disons que tu as la maîtrise totale, oui. Maîtrise totale du temps. Parfait. Tu t'occupes des horloges. Oui, donc quand vous verrez que j'allume ma caméra, c'est un signal délicat. Et après, je pourrais peut-être intervenir. Donc,
Sans plus tarder, commençons dès maintenant avec le professeur Bernard Norlinger, qui est évidemment de l'Académie de médecine et président du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et évaluations dans le domaine de la santé. Il va nous entretenir sur les applications actuelles de l'IA. Monsieur Norlinger, je vous cède la parole. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation. Donc, je vais vous parler d'intelligence artificielle. À écouter la qualité des exposés qui ont été faits dans la matinée, j'ai un peu peur de ne pas être au niveau et en tout cas de ne pas vous parler tout à fait de la même chose. Je ne vais pas vous parler d'éthique puisque je l'ai retiré de la présentation que je fais d'habitude et vous présenter un peu l'IA comme je la vois et comme un outil que l'homme doit savoir maîtriser. Alors, effectivement, je suis membre de l'Académie de médecine et le CESRES que je préside, je vous en dirai un mot tout à l'heure. C'est important que nous sachions justement vos visées, la manière dont vous l'utilisez, je vous dirai. Présider justement le comité par rapport à tous ces éléments-là, c'est très important. Eh bien, je vais y venir. Alors, vous me pardonnerez si je suis un peu basique par certains points et surtout ceux qui ont déjà été discutés. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de définitions de base. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, je suis un peu gêné d'en parler, ça fait 2 jours que vous en parlez. Mais l'intelligence artificielle, elle peut être définie comme l'ensemble des théories et des techniques qui permettent à des programmes informatiques de résoudre des problèmes. C'est tout. Et qui peuvent simuler, dans certains cas, l'intelligence humaine. Alors, on a eu, je dirais, la maladresse d'appeler ça intelligence artificielle, d'où en ont découlé des tas de problèmes. Dans les années 50, quand on a pensé que l'idéal, c'était de copier ce qui se faisait dans le cerveau, alors qu'à ce moment-là, les ordinateurs n'avaient certainement pas la puissance pour le faire. Ce que permet donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le terme est consacré maintenant, il est plus temps de revenir en arrière, elle permet un calcul qui est rapide, souvent plus rapide que peut se faire le cerveau humain, qui est logique, qui est objectif, dans un domaine spécifique où elle a été entraînée par l'expérience du passé. A contrario, ce qu'on appelle l'intelligence humaine, c'est pas du tout la même chose. C'est en théorie, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement. Alors bien entendu, il y a des nuances. Un cactus, il s'adapte à l'environnement du désert. On ne peut pas dire absolument qu'il soit intelligent. Mais l'intelligence humaine, elle intègre une part non mesurable, non consciente dans le cerveau humain. Et elle intègre des qualités qui sont très importantes lorsqu'il est question de médecine et de santé, qui sont l'empathie, l'intelligence artificielle n'en a pas, la conscience, les émotions et le bon sens surtout. Elle inclut l'expérience dans des domaines voisins, alors que l'intelligence artificielle n'a été entraînée que dans un domaine, et les grandes découvertes doivent non seulement à la logique, mais aussi à l'instinct, à l'intuition et au hasard. C'est ce qu'on appelle, sous le terme anglo-saxon, sérendipité. Mais la capacité du cerveau de traiter l'information est limitée et celle de l'intelligence artificielle ne l'est pas. Alors, ça se complique quand on sait que l'intelligence artificielle peut simuler des sentiments lorsqu'on les lui a enseignés. Alors, encore une fois, je vous demande de me pardonner de revenir sur des bases, mais c'est souvent utile quand même. Alors, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des algorithmes et des données. Un algorithme, c'est une suite d'opérations qui permet de résoudre un problème, par exemple de classer l'information, de vous envoyer sur vos téléphones des publicités personnalisées en fonction des questions que vous avez posées, mais aussi d'assister la justice, de guider les déplacements. C'est les GPS que nous utilisons tous maintenant pour voyager, et il y a des tas d'applications en santé sur lesquelles je vais revenir. Les données, qui sont le deuxième élément indispensable, c'est les traces que nous laissons partout, où nous allons, sur Internet, sur les objets connectés, les banques, les pharmacies, et ces données sont stockées dans des entrepôts, publics ou privés. Certains, on utilise le terme romantique de cloud, ça n'a rien d'un nuage, c'est un gros ordinateur qui est à distance. Alors, en Europe, chacun a le droit de contrôler l'usage de ces données personnelles, et c'est pour ça que chaque fois que vous allez sur un site, vous avez à cocher j'accepte, 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 ce qui est un peu détourné la loi puisque on n'arrive pas à tout lire.
Alors les données, donc c'est les traces que nous laissons partout, et il y a également, donc, y compris dans les hôpitaux, les données de numérisation des données des dossiers médicaux, des images radiologiques, histologiques et les analyses de génome. Alors les données sont devenues un sujet géopolitique parce que l'intelligence artificielle est maintenant un sujet de pouvoir, et le pouvoir est à ceux qui ont les données. Et le pouvoir est à ceux qui ont beaucoup de données. Et dans le groupe de travail que j'anime à l'Académie, on a eu il y a 3 jours un mathématicien qui nous a expliqué l'importance de toutes ces données pour pouvoir résoudre des problèmes. Il faut non seulement beaucoup de données, mais il faut des données de qualité. Les géants de l'Internet, comme vous le savez, sont américains et chinois, et on estime qu'ils détiennent à peu près 60% des données du monde. Alors dans notre domaine, qui est celui de la santé, ce ne sont pas forcément des données directement utilisables. C'est des données indirectes, celles qui viennent des smartphones, des gens qui se connectent sur Internet. Ce n'est pas les données des hôpitaux en général. Alors l'Europe, quelle place ? Il y a des plans nationaux dans un certain nombre de pays. Un des pays les plus avancés dans le domaine de la santé, c'est l'Estonie. Il y a un plan de l'Union européenne et l'Europe a donné la priorité au RGPD, vous en avez parlé ce matin, c'est la priorité à la protection de la vie privée. Donc c'est une très bonne chose, mais comme toute bonne chose, ça a aussi des limites. Et les limites, c'est que ça peut gêner certaines recherches, notamment quand il faut échanger des informations avec des collègues extra-Union européenne et que ça peut bloquer certains projets. Alors la protection des données donc, a des aspects géopolitiques. L'Union européenne, je viens de vous le dire, privilégie la protection. Les États-Unis considèrent les données comme une marchandise régulée par les lois du marché. Alors ça a des implications. Par exemple, je parlais il y a 2 jours avec donc, des mathématiciens de très haut niveau français qui utilisent pour déterminer le fonctionnement du cerveau ou l'âge du cerveau des algorithmes qui analysent des données d'IRM. Toutes ces données, elles viennent des pays anglo-saxons où elles sont en open science parce qu'ils sont moins regardants que nous sur la protection de la vie privée. Il n'empêche que du coup, ça veut dire que des équipes de recherche de haut niveau, Paris-Sorbonne, Polytechnique, etc., sont dépendantes des données américaines parce que nous, on ne peut pas leur fournir. Alors, donc en Europe, on privilégie la protection. Les États-Unis, c'est une marchandise, mais beaucoup de données sont en accès libre. Et puis, comme vous savez, certains régimes utilisent les données personnelles pour contrôler les personnes. Alors, pour être utilisées en recherche, les données doivent être rendues anonymes ou pseudonymes, ce qui est un degré un peu moins. Alors, en France, on a les données santé, les données publiques de santé. Alors, la loi permet maintenant d'utiliser les données de santé publiques, notamment c'est-à-dire les données de la carte vitale, chaque fois que vous allez à la pharmacie, à des fins de recherche, sur certaines conditions, c'est-à-dire qu'on va protéger et ne pas risquer d'altérer la sécurité et la vie privée des individus. Ce qu'on appelle alors ça s'appelle le SNDS, Système national des données de santé. L'entrepôt national des données de santé, c'est le Health Data Hub, qui est un guichet unique qui est en cours d'élaboration, qui a pour but de faciliter l'accès à ces données avec les données du SNDS enrichies par des données de registre, de cohorte, etc. Ça, c'est l'idéal, sauf que pour se mettre en place, il y a un frein parce que chaque fois qu'on a une bonne idée en France, après, la question suivante, c'est de voir comment on peut l'empêcher de fonctionner. Donc c'est en route, vous avez entendu des tas de polémiques, de savoir où sont stockées les données, etc. Alors l'accès des données de santé en France est réglementé. Pour pouvoir accéder aux données de santé, avant, il suffisait d'aller dans des données d'un hôpital, et puis on pouvait faire mouliner son ordinateur. Maintenant, c'est très réglementé. N'importe quelle personne qui veut accéder à des données de santé pour des fins de recherche doit soumettre une demande au CESRES. C'est là où on en revient au CESRES. CESRES, c'est le comité que je préside, qui s'appelle le Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations en santé. Et puis après, obtenir l'autorisation de la Commission nationale informatique et liberté. Alors le CESRES, il se prononce sur un certain nombre de critères. Simplement, il demande que les demandes d'accès aux données de santé respectent la loi. C'est-à-dire que pour utiliser les données qui sont celles de la collectivité,
il faut que c'est un intérêt scientifico-sociétal, pas un intérêt commercial, un intérêt public. Il faut que la méthodologie de la recherche soit correcte. C'est pas si évident, parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on est amené à examiner qui ne savent pas comment ils utilisent le SNDS. Il faut que ça soit éthique. Alors, puisque vous parlez éthique, je peux vous dire que le CESRES, il a commencé à fonctionner il y a un peu plus d'1 an et demi. On a une quantité considérable de dossiers, 50 par mois, à peu près 600, et pour l'instant, on n'en a pas eu un seul qui posait un problème éthique au sens de l'analyse des membres. Donc il faut que les patients, les personnes concernées soient informées, que les données personnelles soient protégées et qu'il n'y ait pas un certain nombre et que absence de finalité interdite, notamment commerciale, ou risque d'être utilisée pour adapter les primes d'assurance. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais on a beaucoup de dossiers. In fine, la plupart des dossiers reçoivent un avis favorable, mais souvent après plusieurs passages et souvent après avoir été améliorés par les recommandations qui sont faites. La CNIL en aval, quand le dossier est passé au CESRES, il va ensuite à la CNIL qui s'assure que la protection des données personnelles est bien respectée par anonymisation et vérifier qu'il n'y a pas de risque de réidentification. Les risques de réidentification, c'est quand on croise deux bases de données. Avec le SNDS seul, il n'y a pas beaucoup de risques, les dossiers sont anonymes, mais dès qu'on va le croiser avec une autre base de données, et par exemple des bases de données qui indiquent l'adresse des gens ou leur date de naissance, là les risques augmentent. Donc c'est ça dont il faut qu'on s'assure. Et l'information des personnes, en particulier quand il y a des effectifs trop importants et qu'on ne peut pas informer tout le monde, c'est à nous qu'on demande si la dérogation est justifiée. Alors les algorithmes maintenant, ils permettent d'analyser les données. Donc c'est une suite d'opérations pour résoudre un problème, et on en a parlé tout à l'heure. Et en santé, il y a des tas d'applications. Alors les algorithmes, en 2 mots, tout ça, je suis désolé de vous redire des choses que vous connaissez. Les ingénieurs codent les règles des machines, au départ, donc pour résoudre un problème, mais les algorithmes peuvent s'adapter aux tâches. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning, ou sa version la plus évoluée qui est le deep learning, ce qui fait que l'apprentissage du programme informatique est progressif par feedback à partir des succès et des récompenses, avec un système qui s'inspire du cerveau humain. C'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux de neurones. Et par exemple, vous voyez les réseaux de neurones en haut, où les données arrivent à gauche, et puis que les réseaux de neurones arrivent à output, sortir une information à l'image de ce que fait un œil qui voit un chat, qui passe par les réseaux de neurones et qui dit c'est un chat. Sauf que pour enseigner à un réseau de neurones de trouver un chat, c'est extrêmement compliqué, alors qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans, une fois qu'il a vu un chat une fois, il a compris et il n'y a pas besoin de lui répéter. Alors, un exemple d'apprentissage automatique, ça c'est amusant, c'est une équipe de l'INRIA, Pierre-Yves Odeyer. Un enfant, il apprend essentiellement en explorant son environnement. On a des vidéos, l'enfant il regarde, évidemment, dès que ses parents lui ont dit il ne faut pas aller à la prise de courant, c'est le premier endroit où il va. Il fait ses expériences et il observe par curiosité. Le robot, lui, il est programmé à l'avance, ou l'algorithme, pour réaliser une tâche, mais maintenant les robots peuvent être programmés pour apprendre, comme les enfants, par curiosité, et se rendre compte progressivement des tâches qui peuvent réagir et interagir avec l'environnement, et même aider à l'apprentissage des enfants. Alors voilà par exemple le robot, celui qui a une balle de tennis, là il va apprendre, il va se rendre compte, en utilisant un des deux joysticks, il va faire bouger la balle, et qu'il aura un feedback, et il saura lequel joystick il voudra utiliser. Et cette équipe, ce groupe de robots, à droite, vont apprendre à interagir avec eux-mêmes en fonction de la présence des autres. Alors, juste un mot sur ce qu'on appelle le data mining. Ça, c'est la fouille de données. En gros, c'est d'abdiquer toute intention de logique, hypothèse, et demander à l'ordinateur de mélanger des données, de trouver des solutions. Alors, en clair, ça marche pas. Enfin, ça marche pas bien. Ça peut faire des hypothèses, et en médecine, par exemple, ça peut aider à avoir des hypothèses
poser des études phase 1. Mais après, les hypothèses, il faut les vérifier. En clair, on ne peut pas abdiquer et laisser l'ordinateur tout faire pour résoudre des problèmes. Sans ça, on arrive à des corrélations complètement fantaisistes. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Spurious Correlations et vous verrez, ça peut être du n'importe quoi. Alors, en médecine, c'est toutes les spécialités qui sont basées sur l'analyse d'images qui sont intéressées en premier. Vous en avez entendu parler ce matin. Il y en a d'autres. Il y a un sujet sur l'imagerie tout à l'heure. Je ne veux pas trop déflorer, mais vous voyez la cardiologie, la chirurgie, cancérologie, psychiatrie, handicap. L'aide au diagnostic et au choix de traitement, ça intéresse beaucoup les gens. C'est un petit peu de mal à démarrer. Télémédecine, qui peut être très utile pour les déserts médicaux, les dispositifs médicaux, etc. Il y a beaucoup à dire. Je vais un peu survoler. Ah, je suis scotché là. Alors, dans l'imagerie, c'est le domaine où il y a eu le plus de progrès. Philippe Grenier, je crois que vous en parlez tout à l'heure, donc je vais vous en dire juste quelques mots. Alors, pourquoi ? Par exemple, sur un scanner, un TDM, la résolution des images, elle descend au pixel à 1 mm. 1 mm, même un œil de radiologue averti ne peut pas le voir, alors que les machines peuvent les exploiter grâce aux méthodes d'apprentissage statistique. Et alors ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'imagerie anatomique où on voit des formes, on va vers l'imagerie fonctionnelle en corrélant ça avec des absorptions de produits, PET scan, des IRM fonctionnels, l'imagerie moléculaire, et on peut arriver à modeler des modèles de progression tumorale. On peut arriver à faire des... Vous voyez, par exemple, moi, mon épouse est radiologue. Elle passe des après-midi entières dans le programme de dépistage des cancers du sein, à faire des deuxièmes lectures pour contrôler qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, il est clair que ce travail qui est un peu fastidieux, un algorithme peut très bien le faire, et vous voyez là, il vous a entouré. Il a entouré la zone suspecte et la couleur dépend de l'importance du risque. Alors, bien entendu, après, il est tout à fait souhaitable d'avoir une validation humaine, et ça j'y reviendrai, on ne peut pas laisser non plus l'algorithme. Voilà. Alors ça c'est une question de base, un peu philosophique. Est-ce qu'on va laisser les ordinateurs téléphoner à une dame qui s'est fait faire une mammographie qui est une deuxième lecture, et l'ordinateur qui lui dit « Madame, vous avez une image qui n'est pas sympathique, qui a l'air d'un cancer ». Bien sûr que non, c'est impossible. Alors, analyse automatique des images de radio pulmonaire, vous voyez celle de droite où l'algorithme a découvert une zone suspecte qui peut orienter l'œil du radiologue. Ou le diagnostic de pneumonie, avec, vous voyez, un foyer ici, et on peut imaginer quand même l'aide importante que ça peut apporter. Alors, ce que les radiologues ont appelé la radiomique, c'est à l'image de la protéomique, de la génomique, de l'analyse en grande quantité des données du génome. L'image, en fait, recèle beaucoup plus d'informations que se voit l'œil nu. Et ces informations, elles renseignent sur la morphologie d'une tumeur, mais elles renseignent aussi sur sa dynamique, son évolution, son pronostic. Par exemple, en fonction de la forme des limites, on peut savoir si c'est une tumeur agressive ou si c'est une tumeur stable. Il y a un autre programme qui est intéressant, je passe très vite, c'est celui du jumeau numérique. Il y a une équipe de l'INRIA qui travaille là-dessus, il y en a d'autres. L'idée du jumeau numérique, c'est de réaliser un patient virtuel à partir des mesures faites chez un patient réel, clinique, biologique, génomique, le comportement. Et on a ainsi des modèles statistiques, géométriques. Et ce patient virtuel, l'idée, c'est de pouvoir faire de la médecine numérique, de la médecine in silico, diagnostic, pronostic, thérapie, et de pouvoir monter des essais cliniques à partir de ces données. Alors pour l'instant, c'est un petit peu à l'état d'idée, mais vous voyez quand même que c'est un certain potentiel. Alors l'aide au diagnostic, c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Est-ce que je vais pouvoir me faire un diagnostic par l'ordinateur ? Tous les géants d'Internet s'y sont intéressés, avec plus ou moins de succès. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marche de manière géniale, mais ça va venir. Et on va nous proposer des systèmes qui pourront au moins avancer des diagnostics. Alors certains se font à partir des données d'Internet, d'autres avec des contrats avec les hôpitaux. Il y a eu un certain nombre de ces associations qui n'ont pas marché. Google avec le NHS, IBM Watson pour oncologie, eux, ils avaient entré des données d'un seul hôpital qui n'était pas très représentatif, bien que ça soit un grand
ça n'a pas très bien marché. Et vous voyez, en Chine, par exemple, où il n'y a pas assez de médecins traitants, il est clair que si les patients peuvent utiliser des données et savoir à peu près s'il y a risque, il faut aller à l'hôpital ou pas, ça peut être... voilà. Et puis en France, on a Doctolib, donc qui s'est beaucoup impliqué sur la prise de rendez-vous et qui s'intéresse aussi à la télémédecine. Donc le premier objectif de tout ça, c'est d'aider les médecins à mieux soigner et économiser du temps médical et leur permettre d'avoir des informations à jour. Mais ça peut aussi être conçu comme aider les patients, les informer, les orienter. Puis il y a certains qui vont plus loin, j'ai mis entre guillemets, prendre le contrôle de leur santé, comme si les médecins voulaient retirer aux patients le contrôle de leur santé. C'est un peu une idéologie, voilà. Et le magazine The Economist, très sérieux magazine anglais, avait traité « Vous êtes le docteur, Dr. You, vous n'avez plus besoin de docteur ». Alors, juste pour résumer, actuellement, ça avance, ça va venir, il faut être préparé. Pour l'instant, ces aides au diagnostic et au traitement, l'intérêt reste à confirmer. Et puis, il faut aussi avoir quelques limites. Encore une fois, à mon sens, l'intelligence artificielle en santé, c'est un outil formidable, mais il faut le contrôler. Le médecin automatique dépourvu d'empathie n'est pas pour demain, n'est pas souhaitable. En revanche, le médecin augmenté, mieux informé, mieux outillé pour choisir son diagnostic et son traitement, oui. Alors, j'ai un peu de temps encore, je n'ai pas regardé. Oui, je crois, oui. Oui, par définition, oui. D'accord. Mais la patronne, elle est au Québec, là, en ce moment. Oui, mais avec le décalage horaire, elle va me laisser... C'est bon, Mylène. alors, non, j'y suis. Bon, non, je crois que j'ai encore une dizaine de minutes. Oui, vas-y. Alors, la numérique en santé, c'est aussi un espoir pour les pays où il n'y a pas assez de médecins, et notamment pour les pays du Sud. Alors, je crois que vous en avez parlé, vous allez en parler, mais on peut utiliser les smartphones où il y a actuellement plus de 500 millions d'abonnés au réseau mobile en Afrique subsaharienne. Enfin, ça, c'était en 2018, il y en a sûrement plus. Et donc, l'aide de l'IA et des objets connectés peut être immense, notamment dans les domaines de mortalité maternelle et infantile, des maladies infectieuses, et tout ça pour pallier le manque de personnel soignant, puisque l'Afrique, elle dispose de moins de 1% des ressources mondiales de la santé. Alors, par exemple, j'ai pris 2-3 exemples. Ces sondes d'échographie qui peuvent être connectées à un smartphone permettent d'avoir des images qui sont transmises et qui peuvent être analysées à distance par un spécialiste. Il y a plusieurs sociétés. Il y a notamment un projet en France qui s'appelle Ecopen qui développe ça. Ou des objets comme, par exemple, cet appareil qui peut enregistrer l'électrocardiogramme, les données cardiaques, réduire le coût et transmettre. Et puis, vous voyez, il y a aussi un projet en Guinée, Conakry, pour Guinea Epilepsy Project, qui peut envoyer les électroencéphalogrammes à distance. La vision, pareil, pour les conséquences de l'onchocercose, et puis on en a parlé pour le cœur. Alors, je suis chirurgien, donc je ne vais pas oublier de vous parler de la chirurgie. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'applications de l'IA en chirurgie. Ce qu'on appelle les robots chirurgicaux, ce n'est pas des vrais robots, c'est des télémanipulateurs, c'est-à-dire qu'il y a de la main du chirurgien à réaliser des actes précis. Alors c'est en train d'arriver grâce à l'analyse d'images, l'organisation des blocs opératoires et de simulateurs d'intervention pour former les chirurgiens. Je passe rapidement un certain nombre d'applications. C'est un petit peu moins connu en psychiatrie et en neurologie. Alors je vais commencer par le bas. En neurologie, bien entendu, c'est les analyses d'images, d'IRM, pour les maladies démyélinisantes, les tumeurs cérébrales, et puis certains traitements, par exemple pour la stimulation cérébrale profonde qui peut être utilisée, par exemple pour la maladie de Parkinson. Alors, en psychiatrie, la réalité virtuelle qui peut être utilisée comme traitement, l'analyse d'images vidéo qui peut être utilisée, qui est déjà utilisée par certaines équipes, notamment pour des enfants en bas âge, pour regarder sur les vidéos et les relations qu'ont les enfants avec leurs parents, s'il y a des signes qui permettent de détecter les prémices d'un autisme qui se manifestera plus tard. Et puis les agents conversationnels. Comme celui-là. Alors ça, c'est pas un jouet, c'est un petit agent conversationnel qui est utilisé par des enfants en pédopsychiatrie
Et il se trouve que les enfants se confient plus facilement à un petit robot qui va parler avec eux, qui va enregistrer leurs réactions, les réactions de leurs émotions, pas les émotions directement, et qui permettent de les aider plus et qui se confient plus facilement à un petit robot comme ça qu'à un grand médecin avec une bouche blanche. Et il n'y a pas que les enfants, ça peut être utilisé aussi pour des personnes qui ont subi des sévices sexuels, qui vont se confier plus facilement à un petit appareil comme ça. Alors, il y a des applications aussi pour le handicap et la dépendance, les personnes âgées, les EHPAD, les robots socio-affectifs qui, encore une fois, ne vont pas détecter l'émotion, mais l'expression de l'émotion et simuler l'émotion. Alors, on peut être contre en disant on est en train de leurrer les personnes âgées en leur refilant des jouets plutôt que d'avoir... Sauf que si vous êtes allé dans des EHPAD, on manque de personnel, le personnel n'est pas toujours formé. Et ce petit robot qui s'appelle Paro est extrêmement apprécié dans les EHPAD. Ça coûte très cher, ça coûte 6 ou 7 000 euros. Il y a 7 000 EHPAD qui en ont fait l'acquisition et c'est très utilisé pour tenir compagnie. Encore une fois, ça ne remplace pas des personnes, mais ça peut être très utile. Alors, l'intelligence artificielle pour réparer l'homme malade ou handicapé, il y a les exosquelettes, les interfaces cerveau-machine, je vais en dire un petit mot, mais enfin, il faut se garder d'aller trop loin et ce n'est pas fait pour faire de l'eugénisme ou augmenter l'homme sain. Enfin, ça, c'est encore un sujet philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-machine ? Vous savez sans doute, mais sur le principe, on enregistre avec des électrodes, comme un électroencéphalogramme, l'activité électrique du cerveau, ou chez des animaux avec des électrodes implantables. Ensuite, on a le signal. Ensuite, on va nettoyer des bruits parasites et utiliser ce signal qui, par exemple, a été enregistré pour mobiliser un membre supérieur, pour commander un bras artificiel chez des gens qui ont perdu leur bras. Alors, ça peut aller plus loin. Ça aussi, c'est un beau programme, écrire par la pensée. C'est des patients qui sont dans un syndrome d'enfermement, qui ont perdu toute commande motrice et qui peuvent arriver par la pensée à commencer à écrire quand on leur fait scintiller sur un écran des lettres. Et quand ils pensent « c'est celle-ci que je veux », ils arrivent petit à petit à écrire « merci docteur », etc. Donc ça, c'est des grandes possibilités d'évolution ultérieure. Alors, rapidement, la dermatologie, ce sont des images. Bien évidemment, vous avez vu ça, une intelligence artificielle capable de reconnaître le mélanome. Elle peut aussi se tromper d'ailleurs, donc il faut une garantie humaine derrière. Il faut qu'un dermatologue puisse valider. Et puis il y a des applications maintenant comme celle-ci, où vous savez qu'il faut actuellement des mois pour avoir un rendez-vous dermatologue. Les gens qui sont inscrits, j'ai un petit bouton là. Si vous avez une application qui peut vous dire non, c'est rien, ou ça n'a pas beaucoup évolué depuis le mois dernier, etc., il n'y a pas d'inquiétude, ou qui va vous dire si ça n'a pas l'air sympathique, allez vous faire biopsier, vous comprenez, ça peut avoir un intérêt. En ophtalmologie, il y a la première application qui a été approuvée aux États-Unis par la FDA, c'est pour le diagnostic de rétinopathie diabétique, et ça peut être utile pour détecter la rétinopathie diabétique dans des dispensaires, des prisons, et transmettre à des ophtalmos. En anapath, bien entendu. Maintenant, de moins en moins, on va utiliser les images réelles, et ça sera des images virtuelles qui peuvent être échangées entre laboratoires, grossir, rapetisser, tout ce qu'on veut, avec des lectures automatiques par des logiciels qui permettent de savoir où sont les zones tumorales, où est le micro-environnement, et apprécier les différentes colorations. Alors, la cancérologie est un des domaines où il y a le plus d'applications, notamment parce que l'IA permet de regarder, d'analyser à très grande vitesse des grandes quantités de données. Et par exemple, cette équipe de Curie a montré que l'analyse du génome par séquençage haut débit permettait d'identifier l'origine de cancers métastatiques de primitifs inconnus. Dans plus de 80% des cas, c'est un problème majeur en santé publique, en cancérologie, parce que si on ne sait pas d'où vient le cancer, on ne sait pas non plus comment le traiter. Ah.
Ça veut pas. Si, voilà. Alors, classement automatique des cancers du sein selon les gènes exprimés. Vous voyez, ça se fait automatiquement avec différentes classes en fonction des gènes exprimés et des patientes. Et comme vous savez, en fonction de l'expression génomique, les traitements sont différents. Docteur Norlinger, nous arrivons à la fin du temps. Oui, ben moi aussi, j'arrive. Merveilleux. Merci. Là, je suis obligé de faire un panorama, je ne veux pas aller trop vite non plus. Donc, les tumeurs cérébrales, vous voyez que ces analyses d'IRM permettent de retrouver, avec des réseaux de neurones, les caractéristiques d'une tumeur, la zone proliférante, le cœur nécrotique, l'infiltration. Bon, ça, on va le passer, mais très rapidement, c'est actuellement, pour suivre les résultats d'un traitement anticancéreux, on a des outils qui s'appellent RECIST, qui sont pas très... Ça, c'est comment on suit. C'est pas une image fabriquée, c'est vraiment l'image de l'évolution d'une métastase pulmonaire d'un cancer du rein. Alors, attendez, là, il faut que j'ai encore une panne. Bon, comme on arrive au bout du temps, je vais vous faire rapidement la suite, mais ça peut servir en cardiologie aussi, non seulement pour l'aspect anatomique, électrique, mécanique. Et vous voyez, il y a des moyens d'analyser des IRM et que l'algorithme peut vous dire, à partir des phénotypes de forme et de mouvement, si l'IRM montre un cœur normal, un séquelle d'infarctus, une cardiomyopathie dilatée ou hypertrophique. Et l'idée, bien entendu, derrière tout ça, c'est qu'au lieu d'avoir une population globale de patients à qui on va essayer d'administrer un traitement standard, c'est de sélectionner des sous-populations en fonction des données qu'on a pour adapter un traitement personnalisé. Alors, pour la pandémie Covid-19, bien entendu, le numérique a servi à des tas de choses. La télémédecine, la télésurveillance, la gestion des appels d'urgence au SAMU, il y a des tas de projets qui essayent de savoir comment ça a marché. L'identification des facteurs de gravité, la modélisation d'épidémies, ce qui permet aux autorités de santé de dire il faut ou il ne faut pas porter un masque. Mais pour vous faire court, pour l'instant, l'intelligence artificielle per se n'a pas beaucoup servi. Alors, ce qu'on a appris, ça servira pour la prochaine épidémie probablement. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup servi. Ça, c'est un poumon de Covid. La cybersécurité, c'est un problème majeur parce que les hôpitaux font l'objet d'attaques, de cyberattaques pratiquement tous les jours et qu'il faut être extrêmement vigilant. Et c'est un gros problème, il faut que les personnels fassent attention. Tout ça, c'est à des buts en général lucratifs, il faut demander des rançons. Et puis, à la fin, pour parler de l'hôpital à l'ère du numérique, il y a des tas d'applications, à la fois dans la gestion des patients, dont le dossier médical, dans l'administration. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur place ou pas. Il y a beaucoup de métiers qui vont devoir s'adapter. Il y a certains métiers de base qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. En tout cas, il est important que tout le monde, y compris les médecins, sache comment ça existe et sache utiliser cet outil nouveau. Et puis, bon, je ne veux pas en parler, mais enfin, l'IA, la prévention des maladies, l'idée, est-ce qu'on peut, avec les données, prévenir des maladies? Là, il faut faire très attention aussi, parce que ce que les Américains appellent overdiagnosis, c'est qu'on peut diagnostiquer des maladies qui risquent d'arriver, mais on risque de faire plus de dégâts psychologiques que d'avoir des avantages. Bon, en résumé, donc l'IA est dans nos vies. Les professionnels de santé doivent se former et s'informer. Et il faut gagner le défi de la confiance, c'est-à-dire il faut arriver à expliquer non seulement aux acteurs de la santé, mais aussi à la population à quoi ça peut servir, contrôler les algorithmes et puis se garder des fantasmes. Et puis si vous, je ne veux pas faire de publicité, mais si vous voulez en savoir un peu plus, les éditions du CNRS ont publié en 2018 un livre, là, après en anglais, puis celui-là il est sorti hier, voilà, avec la participation d'experts comme le docteur Jacques Lucas. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Norlinger. Écoutez, hyper intéressant. Et je reprends votre phrase du début, le pouvoir est à ceux qui ont les données. On voit bien que la multiplicité des applications est impressionnante. J'aurais adoré pouvoir discuter avec vous, entre autres, de la notion d'intérêt public.
Quand est-ce qu'on met la donnée au service vraiment de l'intérêt public, qui semble être un des tests qui ont besoin d'être passés pour l'utilisation des données qui viennent du Health Data Hub?